Bonjour tout le monde. D'abord, merci aux organisateurs, comme on dit toujours, de m'avoir invité. Donc, merci Michel, merci à l'Observatoire. Donc, on m'a donné la tâche aujourd'hui de vous parler de la portée de l'article 16.1 de la Charte. J'ai presque écrit dans le titre « La plénitude de la portée », c'est-à-dire que je vais vous donner tout le potentiel possible de l'article 16.1 selon moi. Et vous avez remarqué que ce n'est pas parce qu'on a élu un pape cette semaine là, que vous voyez la lumière. Je vais tenter de jeter un peu de lumière sur la portée de l'article 16.1. Évidemment, on l'a déjà vu en 2 ou 3 occasions depuis ce matin, le contenu de ce fameux article 16.1. Et juste porter à votre attention qu'on parle beaucoup des institutions autonomes par rapport à 16.1, mais le contenu de 16.1 est beaucoup plus large que ce, notamment le droit des institutions d'enseignement et culturelles distinctes. Et je vais tenter de vous montrer qu'en réalité, surtout compte tenu de la loi 88, le contenu de 16.1 est beaucoup plus large que de se limiter simplement à ce droit des institutions distinctes. J'espère que je vais réussir. Donc, quelle est donc la portée de cet important article 16.1 pour l'avenir de la communauté acadienne? Pour arriver à mes conclusions, je vais d'abord m'attarder pendant 5-10 minutes aux enseignements de la Cour suprême du Canada quant à l'interprétation à donner au droit linguistique. Je pense qu'on ne peut pas regarder la portée de 16.1 sans aborder un peu en détail les enseignements de la Cour suprême parce que je pense que ça nous permet de comprendre la portée, le potentiel de 16.1. Et par la suite, une fois qu'on aura regardé les enseignements de la Cour suprême, eh bien, on s'attardera donc à la signification de ces enseignements-là par rapport à l'article 16.1 dans le cadre de sa mise en œuvre. Donc, d'abord, les principes d'interprétation applicables. On le sait, Michel l'a souligné tout à l'heure, il y a déjà eu une interprétation restrictive des droits linguistiques. C'était à l'époque où, justement, on était en train d'adopter l'article 16.1 de la Charte que cette interprétation restrictive-là avait été en vigueur. Or, depuis 1999, il ne fait plus aucun doute que les droits linguistiques doivent, dans tous les cas, être interprétés en fonction de leur objet. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit interpréter un droit en fonction de son objet? C'est tout simplement qu'on s'attarde aux raisons, à la justification de l'existence de ce droit-là. Donc, on s'attarde vraiment aux motifs. Qu'est-ce qui sous-tend? Pourquoi on est arrivé à 16.1? Pour ce faire, eh bien, la Cour nous enseigne, je n'ai pas pris le temps de tout citer la jurisprudence, etc. Je me suis dit que ce n'était pas une présentation pour juristes, ou etc. Donc, j'ai tout simplement ressorti la plupart du temps les principes. Donc, pour découvrir l'objet, on doit regarder l'historique du droit en cause, ce qu'on va faire très brièvement. Il faut regarder également la nature et les objectifs plus larges des dispositions en cause, donc la disposition 16.1 évidemment. Et il faut s'attarder évidemment aux termes choisis pour énoncer le droit, et donc le contexte linguistique qui a permis d'en arriver à ce droit-là. Or, pour nous, c'est assez simple en ce qui a trait au droit linguistique, puisque depuis particulièrement la Charte de 1982 et particulièrement depuis l'arrêt Beaulac de 1999, la Cour suprême nous enseigne exactement quels sont les objets des droits linguistiques au Canada. Donc, ce n'est pas sorcier. Il y a 3 motifs principaux, 3 justifications principales qui expliquent l'existence des droits linguistiques au Canada. Ce sont des justifications culturelles, historiques et égalitaires. Et ces 3 justifications-là vont de pair pour expliquer l'existence des droits linguistiques. Donc, si on s'attarde très brièvement à chacune de ces justifications-là, d'abord la justification culturelle. La Cour nous enseigne que la survie linguistique et culturelle des communautés minoritaires de langues officielles fait partie, et elle le répète à maintes occasions, fait partie des raisons pour justifier l'existence de nos droits linguistiques. Sans vouloir vous dire tout ce que dit la Cour suprême, entre autres, elle met beaucoup d'importance, et vous l'avez au 2e petit onglet, elle met beaucoup d'importance sur le fait que la langue ne peut pas être dissociée de la culture qu'elle véhicule et qu'elle fait partie intégrante donc du peuple qui parle cette langue-là. Et c'est pourquoi la Cour suprême du Canada rappelle que la langue est plus qu'un simple moyen de communication
elle est un moyen permettant d'exprimer son identité culturelle. Or, cette confirmation-là de l'objet culturel des droits linguistiques, donc de la justification culturelle des droits linguistiques, eh bien, elle est fondamentale puisque la Cour reconnaît que ces droits linguistiques-là ont un but particulier, ont un but important, soit c'est un moyen essentiel en vue de soutenir et de renforcer les communautés minoritaires de langues officielles au Canada. Donc, souvent, on va dire que le but, c'est le développement, la promotion des communautés de langue officielle au Canada. Deuxième justification importante, et rappelez-vous que ces justifications-là vont nous aider à définir le droit qui nous intéresse aujourd'hui, donc à définir 16.1. Donc, la deuxième justification, c'est une justification historique qui met de l'importance sur l'objet réparateur des dispositions linguistiques. Donc, on veut réparer une situation déficiente. Donc, le caractère réparateur des droits linguistiques constitue sans contredit une justification essentielle de l'existence des droits linguistiques au Canada. Donc, dans le respect de l'analyse de la Cour suprême, elle nous dit qu'on veut la raison pourquoi on a mis les droits linguistiques dans la Charte, entre autres, c'est parce qu'on voulait solutionner, faire face à une situation déficiente à rectifier. Donc, aux yeux de la Cour suprême, ces droits ont donc également un objet réparateur puisqu'ils ont été adoptés pour corriger des inégalités historiques et mettre fin aux lacunes systémiques auxquelles sont confrontées les communautés minoritaires de langues officielles, et ce, afin de mettre fin à l'érosion progressive de leur culture et favoriser leur épanouissement durable, le tout afin d'en arriver à faire des deux groupes linguistiques officiels des partenaires égaux. Donc ça, je résume la pensée de la Cour suprême à cet égard. Donc, on ne veut pas ici le statu quo, on veut rectifier une solution déficiente. Dans cette perspective-là, qui vise à faire des communautés de langue officielle de véritables partenaires égaux, je le mets entre guillemets parce que c'est le vocabulaire de la Cour suprême, la Cour reconnaît que l'égalité réelle exige que les minorités de langues officielles soient traitées différemment si nécessaire, suivant leur situation et leurs besoins particuliers. Donc, on parle ici pas d'une égalité formelle, mais bel et bien d'une égalité réelle, et on sait bien, en Acadie, on en a beaucoup parlé, l'importance d'un traitement différent lorsqu'on est dans une situation différente pour en arriver à une égalité réelle. C'est pourquoi, prenant appui sur une interprétation fondée sur le double objet qu'on vient de voir, visant à soutenir la vitalité linguistique et culturelle des communautés, ainsi que mettre fin donc aux injustices historiques, et pour en arriver à une égalité réelle, eh bien, la Cour suprême nous dit que les réponses aux questions posées devraient idéalement être formulées en fonction de ce qui favorisera le mieux l'épanouissement et la préservation de la minorité linguistique. Autrement dit, les solutions gouvernementales, comment on va mettre en pratique nos droits linguistiques, eh bien, c'est à travers des solutions qui favorisent le mieux l'épanouissement et la préservation de la minorité linguistique. Donc, maintenant qu'on a ces trois motifs, ces trois justifications des droits linguistiques, évidemment, le but d'avoir ce fondement, cet objectif-là, c'est de définir les droits en question. Et donc, la Cour précise elle-même que son analyse devrait servir de guide aux acteurs gouvernementaux responsables de prendre des décisions devant donner pleinement effet aux droits en cause garantis, entre autres, dans la loi fondamentale du pays. Autrement dit, les trois motifs de justification, les trois objets auxquels je viens de faire référence sont fondamentaux puisque lorsque nos dirigeants doivent donner vie à nos droits, eh bien, il faut qu'ils se fondent sur ces principes-là qu'on vient de voir. Donc, d'abord, dans cette perspective-là, dans la mise en œuvre concrète des droits linguistiques, la Cour suprême insiste sur l'obligation positive des gouvernements d'agir dans le meilleur intérêt des communautés minoritaires visées en vue de favoriser, évidemment, dans la mesure du possible, leur développement durable, donc leur épanouissement, et leur égalité réelle. Je cite la Cour, elle dit « Les droits linguistiques ne sont pas des droits négatifs ni des droits positifs. Ils ne peuvent être exercés que si les moyens en sont fournis. Cela concorde avec l'idée préconisée en droit international que la liberté de choisir est dénuée de sens en l'absence d'un devoir de l'État
de prendre des mesures positives pour mettre en application des garanties linguistiques. Pour ce faire, donc, la Cour suprême nous enseigne que dans le contexte d'une interprétation fondée sur un objet culturel, réparateur et égalitaire, eh bien, le gouvernement doit nécessairement agir de façon à favoriser au mieux le développement et l'épanouissement des communautés de langue officielle, donc des communautés minoritaires qui nous intéressent ici. En d'autres mots, et c'est très important, le gouvernement ne doit pas se contenter de chercher des solutions raisonnables. Il doit examiner, pour reprendre un passage déjà mentionné, quel service favoriserait le mieux l'épanouissement et la préservation de la minorité linguistique. Je mets beaucoup d'importance là-dessus parce que lorsqu'on va arriver à interpréter 16.1, vous allez voir pourquoi. Donc, dans l'optique du paragraphe 16.1, le paragraphe 2, qui confirme explicitement le rôle de la législature pour assurer l'égalité des deux communautés linguistiques, eh bien, cette obligation de trouver les solutions qui favoriseront le mieux l'épanouissement de notre communauté, eh bien, prend toute son importance. Également, la Cour nous enseigne un autre enseignement dans la mise en œuvre des droits linguistiques. Eh bien, l'analyse des décisions de la Cour relatives aux droits linguistiques met clairement en évidence qu'un État soucieux de ses communautés linguistiques doit interpréter les droits linguistiques avec souplesse et flexibilité afin de favoriser le développement durable de la culture de leurs titulaires. Donc, c'est une approche contextuelle qui devient très, très importante. C'est une approche contextuelle, donc, par rapport à chaque droit, par rapport à chaque situation particulière. Donc, dans l'optique d'une égalité réelle, une telle approche a eu pour résultat, par exemple, que la Cour suprême a reconnu que le droit constitutionnel existant du public de recevoir ses services gouvernementaux dans la langue officielle de son choix pouvait, en fonction de services offerts et des objectifs exigés, d'une part, ça donnait l'accès à des services dont le contenu est distinct et d'autre part, ça donnait droit également à la participation de la communauté minoritaire de langue officielle à l'élaboration des programmes ainsi qu'à leur mise en œuvre. Autrement dit, dans ce cas-là, c'est l'arrêt Desrochers à laquelle je fais référence ici. Autrement dit, en 2008, la Cour suprême a dit ceci. C'était un cas où le gouvernement fédéral avait développé un programme de développement économique des régions. Et dans ce cas-là, il avait surtout, pour mettre sur pied un programme avec la communauté, et c'était surtout concentré par rapport à la communauté, ses consultations, le développement du programme répondait surtout aux besoins de la communauté anglophone de la région en question, qui était en Ontario. La Cour dit, même si le droit de se faire servir dans sa langue, au premier abord, peut sembler un droit individuel, donc le droit de moi d'aller me faire servir pour ce service-là dans ma langue, eh bien, un service gouvernemental se limite pas seulement à recevoir le service en disant « oui, bonjour, je peux vous servir en français », mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que lorsqu'un programme correspond aux besoins d'une communauté, eh bien, si on va avoir l'égalité réelle, eh bien, l'égalité réelle exige que le gouvernement fasse le même travail par rapport à la communauté francophone, c'est-à-dire que le gouvernement en arrive à développer un programme qui corresponde aux besoins, aux réalités de la minorité linguistique. Donc, vous voyez l'importance ici d'avoir un droit individuel à dimension collective, puisque non seulement on a le droit de se faire servir dans sa langue, mais lorsque ça touche des choses qui est très, très important par rapport à l'identité, par rapport à la culture de la minorité, eh bien, ça peut impliquer que cette minorité-là doit être consultée également dans la mise en œuvre du programme. Donc, non seulement dans sa mise en œuvre, mais également dans sa préparation. Vous comprendrez que, et la Cour, dans cette optique-là, dit ceci, là je vais vous citer la Cour, donc dans cette affaire, l'affaire Desrochers, la Cour donc a conclu que dans la mesure où l'institution gouvernementale en cause, conformément aux objectifs du programme, faisait des efforts pour toucher la communauté linguistique anglophone et l'engager dans l'élaboration et la mise en œuvre des programmes, il lui incombait au gouvernement d'en faire autant pour la communauté linguistique minoritaire. Donc, voyez la dimension collective de ce qui, au premier abord, pouvait sembler un droit individuel. Ainsi, donc là, c'est moi qui parle, compte tenu du contexte, donc un droit linguistique existant, dans ce cas-là, un droit individuel, eh bien, dans un tel contexte, un droit linguistique existant peut obliger un gouvernement à adapter ses services pertinents aux besoins et priorités des communautés minoritaires de langues officielles
afin de contribuer à leur développement durable et à leur égalité réelle. Je considère cette décision-là très importante puisqu'elle met un point très précis en évidence, c'est que non seulement nous avons des droits individuels à connotation collective, non seulement on parle souvent de 16.1 avec des droits collectifs pour, par exemple, nos institutions, gérer nos propres institutions, mais il y a toute une gamme de droits qui se situe entre ces deux extrémités-là. Et je trouve que ceci est un très bon exemple vers le milieu du continuum. Et je crois que souvent, lorsqu'on parle d'égalité des deux communautés linguistiques, on oublie la phase qu'il y a entre le début, un droit purement individuel de se faire dire en appelant au gouvernement « good morning, bonjour », et un droit collectif, par exemple, à des institutions qu'on gère. Donc, il y a une gamme, c'est beaucoup plus étendu les droits que tout simplement ces deux extrémités-là. Donc, ce dernier énoncé, évidemment, par rapport au droit, à un droit individuel qui commence à avoir vraiment une très grande importance collective, eh bien, ce dernier énoncé est particulièrement pertinent si on se rappelle que l'article 16.1 cherchait historiquement, et cherche toujours d'ailleurs, à constitutionnaliser les principes de la loi 88, donc la loi reconnaissant l'égalité des deux communautés linguistiques. Je vous rappelle que, entre autres, l'article 3 de la loi 88 dit ceci. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick, dans les mesures législatives qu'il propose, dans la répartition des ressources publiques et dans ses politiques et programmes, encourage par des mesures positives le développement culturel, économique, éducationnel et social des communautés linguistiques officielles. Donc, si on accepte que pour analyser 16.1, on doit regarder l'historique, donc l'objet, la raison d'être de 16.1, et que 16.1 est fondé, entre autres, sur les principes de la loi 88, non seulement on doit parler d'institutions, notamment le droit à des institutions d'enseignement distinctes, etc., mais on doit aussi se rappeler que dans l'élaboration des programmes, dans la répartition des ressources publiques, etc., donc plus vers le milieu du spectrum, eh bien, il faut aussi, dans la plénitude du droit à 16.1, il faut aussi qu'il y ait une participation de la communauté dans ce qui touche sa réalité, ce qui touche son identité, ce qui correspond à ses besoins, à son identité propre. Donc, de même, si on continue dans la logique de la Cour suprême, donc là, je viens de parler de ce que j'appelle le milieu du spectrum des droits qu'on peut retrouver à 16.1. Il y a effectivement aussi le notamment, donc l'extrémité complètement au bout du spectrum des droits que peut contenir 16.1 et l'approche de l'égalité réelle a déjà trouvé application par rapport à l'article 23 de la Charte. Donc, l'article 23, c'est le droit à des institutions dans notre langue, donc le droit à des institutions dans notre langue, des situations évidemment, des institutions éducationnelles dans notre langue pour la minorité. Et non seulement la Cour a dit qu'on avait le droit évidemment d'avoir notre éducation en français, mais on a également le droit à des établissements distincts. On a également le droit évidemment de gérer, de contrôler notre système d'éducation. Et donc là, on a déjà une idée de ce qu'on entend par des droits à des institutions distinctes, puisque en matière éducationnelle, l'article 23, la Cour nous a déjà donné une bonne idée de ce que ça comprenait. Et c'est ce que j'explique ici. Donc, dans cette approche-là qui est propre à l'égalité réelle, eh bien, cette approche-là a eu pour résultat, par exemple, que la Cour suprême n'a pas uniquement reconnu le droit des minorités de langue officielle de faire instruire leurs enfants dans leur langue et le droit des établissements d'enseignement là où le nombre le justifie, elle a reconnu d'autres droits connexes, entre autres pour favoriser le développement et l'épanouissement de notre communauté. On a eu le droit à des espaces linguistiques distincts, le droit à une gestion et un contrôle par la communauté de tout ce qui touche la langue et la culture. Ainsi, d'une part, donc, la Cour reconnaît l'importance culturelle pour les minorités de langues officielles d'avoir leurs propres institutions pour assurer leur développement et leur épanouissement dans les cas où ça touche à leur identité. Et là, évidemment, après ça, il faut regarder les différents domaines qui devraient nécessairement être sous la gérance, sous le contrôle de la communauté acadienne pour répondre pleinement à cet objectif-là. D'autre part, la Cour précise que la participation de la communauté acadienne et des autres communautés minoritaires de langues officielles au pays à la détermination de ce qui est le plus approprié pour leur vitalité linguistique et culturelle est essentielle
car personne, et je dis bien personne, ne connaît mieux qu'elle, mieux que les minorités de langue officielle, leur réalité identitaire et leurs besoins prioritaires. Évidemment, cet énoncé-là prend tout son sens dans l'optique du paragraphe 16.1.1 de la Charte, qui, rappelons-le, prévoit que la communauté linguistique du Nouveau-Brunswick, donc la communauté acadienne, a notamment le droit à des institutions d'enseignement distinctes et aux institutions culturelles distinctes nécessaires à leur protection et à leur promotion. Donc, dans l'esprit de l'article 23, on sait déjà un peu le contenu de ce que peut comprendre ce droit à des institutions distinctes. Dans le contexte donc des institutions scolaires, la Cour donc a reconnu que dans le domaine qui touche la survie linguistique et culturelle, eh bien, les communautés minoritaires de langues officielles ont donc droit à une véritable participation équitable, tant en ce qui a trait à la gestion de l'exercice de leurs droits qu'à l'accès aux ressources nécessaires à cet exercice-là. Ça veut dire que non seulement lorsqu'on a le droit à des institutions, non seulement on a le droit de les gérer, mais on a aussi le droit à l'accès aux ressources nécessaires à cet exercice-là. Ce volet-là est également très important. C'est pourquoi, et là je fais un peu un résumé, ça a l'air d'un gros texte, là, mais c'est très simple, donc c'est un résumé de tout ce que je viens de dire. Donc, compte tenu de cette exigence relative à l'égalité réelle des deux communautés linguistiques de langues officielles, force est de constater que nos droits existants relatifs à 16.1 s'étalent désormais le long d'un continuum souple allant de l'individuel au collectif. Au début du continuum, nous sommes en présence de droits individuels à dimension collective par lesquels sont garantis des services égaux dans la langue officielle de son choix qui ne nécessitent pas un contenu distinct. Autrement dit, si vous appelez au gouvernement pour recevoir un service dans votre langue, eh bien, l'égalité ne va pas faire en sorte qu'on va avoir une réponse différente en français qu'en anglais. Donc, tout simplement, on veut avoir un service, on veut recevoir de l'information, il n'y a pas de problème, on a le droit de se faire servir dans sa langue. Vers le milieu du continuum, il y a ces mêmes droits individuels à dimension collective, qui à un certain moment vont devenir des droits collectifs, eh bien, qui, compte tenu de la nature des services offerts et de leurs objectifs, donnent droit à des services gouvernementaux, par exemple, égaux, dont le contenu est distinct et qui tiennent compte des réalités identitaires et des besoins prioritaires de chacune des communautés de langues officielles. Autrement dit, vers le milieu du continuum, on n'est pas encore rendu au droit à des institutions distinctes, mais on a quand même le droit à des services, par exemple, offerts par le gouvernement, mais qui tient compte de notre côté de notre culture et qui tient compte donc de notre côté distinctif. Enfin, vers la fin du continuum, on retrouve des droits collectifs par lesquels ces communautés, compte tenu de l'importance de leur identité propre, ont droit à des services distincts dans leur langue par l'entremise d'institutions distinctes sur lesquelles elles exercent un pouvoir de gestion et de contrôle exclusif en ce qui concerne la langue et la culture. Bref, si je résume le continuum, donc, on a des services, j'ai utilisé le terme service de façon très large, là. On a le droit donc à des services égaux dans notre langue qui ne citent pas un contenu distinct. Vers le milieu du continuum, on a le droit à des services égaux distincts offerts par le gouvernement, mais qui répondent à nos réalités identitaires et à nos besoins prioritaires, ce qui nécessite évidemment d'être consulté et qui va dans l'esprit de l'article 3 de la loi 88. Et enfin, on a le droit à des services égaux dans notre langue offerts par des institutions distinctes sur lesquelles nous devons exercer un pouvoir de gestion et de contrôle. Ainsi, et je vais passer par-dessus ça, là, ça aurait pu être intéressant, mais je vais... Ma demi-heure passe très vite. Si on va avoir une petite période de questions, donc c'est pour ceux qui s'intéressent, j'utilisais les liens avec Will Kimlicka dans cette logique-là, mais donc je vais passer. Certains que les sociologues et politologues auraient pu être intéressés, mais je vais passer par-dessus. Ce que je vais dire avant de terminer, c'est que il est très intéressant de constater que l'arrêt Charlebois, qui est la seule décision qui a un peu étudié 16.1, l'arrêt Charlebois a été rendu en 2001 par la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick. Et l'analyse que je viens de faire, c'est une analyse qui tient compte de la jurisprudence qui a eu lieu au cours des 10 ou 12 dernières années, qui suit entre autres la décision Charlebois. Et il est très intéressant que la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick avait déjà, dès ce moment-là, dès 2001, bien saisi le sens de 16.1, autant le volet
individuel, même si on parle souvent du collectif, donc de l'aspect individuel à dimension collective de nos droits versus l'étendue possible des droits qui s'en vont vers des droits collectifs. Donc, j'ai deux citations de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick et j'aimerais qu'on regarde ensemble à quel point la Cour d'appel avait bien compris la plénitude des droits que contient l'article 16.1. Donc, c'est écrit par le juge en chef d'Aigle, appuyé des deux autres juges qui étaient sur le panel. Voici ce que dit la Cour. Elle dit « L'interprétation et les conclusions énoncées par la Cour suprême quant à la nature et la portée du principe de l'égalité réelle, sont applicables à l'article 16.1. Son objet, l'objet de 16.1, me paraît clair. Compte tenu des droits différents qui découlent de la dimension collective de l'égalité garantie, son objet 16.1 est similaire à celui que les tribunaux ont donné à l'article 16. Cette disposition, l'article 16, vise à maintenir les deux langues officielles ainsi que la culture qu'elles représentent et à favoriser l'épanouissement et le développement des deux communautés linguistiques officielles. Elle est de nature réparatrice et entraîne des conséquences concrètes. La disposition impose au gouvernement provincial l'obligation de prendre des mesures positives destinées à assurer que la communauté de langues officielles minoritaires ait un statut et des droits et privilèges égaux à ceux de la communauté de langue officielle majoritaire. La suite, l'obligation imposée au gouvernement découle à la fois de la nature réparatrice du paragraphe 16.1, compte tenu des inégalités passées qui n'ont pas été redressées, et de l'engagement constitutionnel du gouvernement de protéger et de promouvoir l'égalité des communautés linguistiques officielles. Le principe de l'égalité des deux communautés linguistiques est une notion dynamique. Elle implique une intervention du gouvernement provincial qui exige comme mesure minimale l'égalité de traitement des deux communautés, mais dans certaines circonstances où cela s'avérait nécessaire pour atteindre l'égalité, un traitement différent en faveur d'une minorité linguistique afin de réaliser la dimension collective autant qu'individuelle d'une réelle égalité de statut. Donc, vous voyez, la Cour avait bien compris que même dans 16.1, lorsqu'on parlait de l'égalité des deux communautés linguistiques, il y avait un spectrum, puisque ça réalise autant la dimension collective qu'individuelle du droit à l'égalité réelle prévue à 16.1. Cette dernière exigence d'égalité réelle s'inspire du fondement même du principe de l'égalité. Donc, vous voyez, la Cour, dès 2001, avait bien compris la plénitude, si je peux m'exprimer ainsi, de 16.1. En conclusion, et vous pouvez lire si vous voulez, là, mais donc en conclusion, ce que j'aimerais faire remarquer, c'est que les principes, on peut se poser beaucoup de questions sur la communauté linguistique, qui est la communauté linguistique. On peut se poser beaucoup de questions sur quelles institutions sont visées par 16.1, jusqu'où on peut aller. Donc, on peut avoir d'intéressantes discussions, mais ce que je ferais remarquer, c'est que d'abord et avant tout, la Cour, dans ses décisions, ne cesse de rappeler qu'il revient aux acteurs politiques de donner vie à nos droits. Okay? Ultimement, s'il y a un problème, c'est vrai qu'on peut aller devant les tribunaux, mais je pense qu'il faut se rappeler que la Cour ne cesse de dire qu'elle donne des guides aux acteurs politiques afin de mettre en œuvre nos droits. Et évidemment, après 20 ans, je pense que, et on l'a souligné un peu ce matin, je pense qu'après 20 ans ou même 30 ans de la loi 88, nous avons sous-utilisé très clairement les dispositions en cause et il est à espérer qu'au cours des prochaines années, on puisse utiliser la plénitude de la portée de 16.1. Je vous remercie beaucoup.